Ils pensaient vraiment gagner la guerre avec ça? L'été de 1945 s'achevait dans le chaos de la guerre qui touchait à sa fin. Quelque part entre la Mandchourie et l'Allemagne occupée, les forces soviétiques mirent la main sur l'un des objets les plus énigmatiques de toute la Seconde Guerre mondiale. Les circonstances exactes restent floues, enveloppées dans le secret militaire soviétique, mais ce qui est certain, c'est qu'un véhicule extraordinairement bizarre rejoignit les collections de Moscou. Une boule métallique. Un engin sphérique qui défie toute logique militaire connue. Aujourd'hui encore, cette machine repose au musée des blindés de Koubinka, en Russie, solitaire témoin d'un projet dont presque tout a disparu. Pas de plans originaux, pas de documents de conception, pas de rapport d'essai. Juste cette coque d'acier ronde qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Imaginez la scène quand les premiers soviétiques posèrent les yeux sur cette création. Une sphère d'environ 1,5 m de diamètre, constituée de deux hémisphères pouvant rouler avec une coque centrale abritant un seul homme. À l'arrière, une petite queue s'étendait comme l'appendice d'un animal mécanique préhistorique. Les marquages sur la carcasse indiquaient une origine allemande, mais aucun document nazi capturé ne mentionnait jamais l'existence de ce véhicule. Comment était-ce possible? Les Allemands documentaient tout avec une précision obsessionnelle. Chaque prototype, chaque projet fou, chaque arme miracle qui devait soi-disant renverser le cours de la guerre figurait quelque part dans leurs archives méticuleuses. Sauf celui-ci. Les ingénieurs soviétiques qui examinèrent la machine découvrirent un aménagement intérieur d'une simplicité presque insultante. Un siège étroit où un seul opérateur pouvait à peine s'installer. Des commandes rudimentaires, un moteur minuscule qui, selon les estimations des experts, développait probablement entre 20 et 30 chevaux, peut-être même moins. Pour propulser environ 1,5 tonne de métal, ce moteur pathétique permettait vraisemblablement d'atteindre une vitesse oscillant autour de 8 km/h au maximum. Un fantassin lourdement équipé pouvait suivre ce char sans même forcer l'allure. La direction reposait sur une roulette montée sur la queue arrière, un système si primitif qu'il semblait arraché au plan d'un inventeur amateur du siècle précédent. Sur le devant, une fente étroite servait de poste d'observation, offrant au conducteur une vue comparable à celle d'un homme regardant le monde par le trou d'une serrure. Mais le détail le plus ahurissant concernait le blindage. Les mesures effectuées révélèrent une épaisseur d'environ 5 mm. 5 mm! Cette protection dérisoire arrêterait peut-être quelques balles de fusil tirées de loin, mais face à une mitrailleuse lourde ou un canon anti-char, elle offrirait autant de sécurité qu'une feuille de papier journal. L'opérateur enfermé dans cette coquille métallique serait une cible facile, roulant lentement sur le champ de bataille comme une boule de bowling attendant d'être abattue. Les soviétiques baptisèrent l'engin Kugelpanzer, un nom allemand signifiant char-boule. Ils démontèrent ensuite le moteur, retirèrent l'échappement et la transmission, cherchant désespérément des indices sur son origine et sa fonction. Puis ils enfermèrent le véhicule dans leurs installations, refusant pendant des décennies de laisser des chercheurs étrangers l'examiner de près. Pourquoi tant de secrets autour d'un prototype apparemment inutile? Certains racontent que la machine fut capturée en Mandchourie auprès des Japonais, qui auraient reçu ce cadeau empoisonné de leurs alliés allemands. D'autres affirment, selon certaines théories, qu'elle fut trouvée sur le terrain d'essai de Kummersdorf en Allemagne, abandonnée dans un hangar poussiéreux aux côtés d'autres projets avortés comme le gigantesque char Maus. La vérité s'est perdue quelque part entre les mensonges de guerre et les secrets d'État. Ce qui demeure indiscutable, c'est l'existence de cette sphère d'acier, témoin silencieux d'une époque où l'ingéniosité humaine et l'absurdité militaire se rejoignaient dans les créations les plus invraisemblables. Quelqu'un, quelque part, avait réellement construit cette boule de métal et pensait qu'elle servirait à quelque chose sur un champ de bataille moderne. Cette pensée seule suffit à glacer le sang. Avant de continuer, indiquez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez et abonnez-vous à notre chaîne si vous appréciez notre contenu. Merci, continuons. Mais cette folie mécanique sphérique n'était pas née de nulle part. Pour comprendre comment quelqu'un avait pu concevoir un tel engin pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallait remonter 3 décennies en arrière, dans les tranchées boueuses de la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, le problème du No Man's Land obsédait tous les états-majors.
Comment traverser ces centaines de mètres de terrain dévastés sous le feu ennemi sans perdre des milliers d'hommes? Les Britanniques trouvèrent une réponse avec leurs chars Mark, ces monstres rectangulaires qui écrasaient les barbelés et franchissaient les tranchées. Mais d'autres ingénieurs, refusant l'évidence, explorèrent des voies totalement différentes. L'Allemagne, désespérée de rattraper son retard technologique, commanda plusieurs prototypes complètement délirants. La compagnie Hansa Lloyd présenta le Trefaswagen, une aberration montée sur 2 roues gigantesques de 3 mètres de diamètre chacune. Imaginez un tricycle inversé construit pour la guerre. Les 2 énormes roues à l'avant portaient une nacelle de combat contenant 4 hommes, tandis qu'une petite roue arrière servait à la direction. Sur le papier, l'idée paraissait géniale. Les grandes roues franchiraient facilement les tranchées et les cratères d'obus. En réalité, le Trefaswagen se révéla un désastre ambulant. Lors des premiers essais, l'engin basculait en arrière chaque fois que les canonniers tiraient avec les 2 pièces anti-chars montées à bord. Le recul des armes envoyait littéralement le véhicule sur le dos comme une tortue renversée. Pire encore, dans la boue épaisse des Flandres, les roues géantes s'enfonçaient inexorablement, transformant le char en cible immobile. Un seul prototype fut construit avant que quelqu'un au ministère de la guerre allemand retrouve enfin ses esprits et annule le projet. L'armistice de 1918 mit fin à cette guerre cauchemardesque, mais les leçons n'avaient manifestement pas été apprises par tout le monde. Les années passèrent, la technologie progressa, les moteurs devinrent plus puissants, et pourtant certains inventeurs continuaient à rêver de chars sphériques. En 1936, un inventeur texan nommé Richardson proposa le Tumbleweed Tank, publié dans les pages du magazine Popular Mechanics comme s'il s'agissait d'une innovation révolutionnaire. Son design ressemblait étrangement au Kugelpanzer qui apparaîtrait une décennie plus tard. 2 coques hémisphériques rotatives entouraient un habitacle central fixe. Des engrenages motorisés faisaient tourner les 2 moitiés indépendamment, permettant la direction. Ralentir l'hémisphère gauche faisait tourner le véhicule vers la gauche, selon le principe différentiel. Richardson vanta son invention comme révolutionnaire. Le poids du moteur maintiendrait l'habitacle toujours à l'horizontale, même si la boule roulait. L'équipage de 3 hommes serait protégé contre les gaz de combat, menace encore fraîche dans les mémoires. Les plans techniques impressionnèrent initialement certains lecteurs enthousiastes. Puis les experts militaires posèrent une question évidente. Comment l'équipage verrait-il dehors? Richardson avait conçu son char sphérique parfait en oubliant complètement d'inclure des hublots, des fentes de vision ou quelconque moyen pour les occupants de savoir où ils allaient. Son Tumbleweed était littéralement une boule aveugle qui aurait roulé au hasard sur le champ de bataille jusqu'à tomber dans un cratère ou percuter un obstacle. Le projet mourut dans les pages glacées du magazine, victime de cet oubli monumentalement stupide. Entre les 2 guerres mondiales, d'autres nations expérimentèrent avec des concepts tout aussi douteux. L'Italie développa des boucliers mobiles blindés pour l'infanterie, cherchant des moyens de protéger les soldats pendant leur avancée. Mais aucun de ces projets alternatifs ne rivalisa jamais avec l'efficacité brutale des chars à chenilles conventionnels. La raison était simple, les chars standards fonctionnaient. Ils franchissaient les obstacles, protégeaient correctement leurs équipages et surtout, ils avaient prouvé leur valeur au combat réel. Les designs excentriques à grandes roues ou formes sphériques appartenaient au royaume des curiosités, des impasses technologiques que seuls les ingénieurs les plus obstinés continuaient à explorer. Pourtant, l'idée persistait comme un fantôme hantant les bureaux d'études militaires. Quelque part, quelqu'un regardait les échecs passés et pensait pouvoir faire mieux. Quelqu'un croyait encore que la forme sphérique détenait un avantage secret. Et ce quelqu'un, probablement en Allemagne dans les années précédant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, décida de construire le Kugelpanzer. Cette décision défie toute logique militaire de l'époque. Le Blitzkrieg allemand de 1939 et 1940 avait prouvé que la guerre moderne exigeait vitesse, mobilité et puissance de feu concentrée. Les panzers allemands fonçaient à travers l'Europe à des vitesses dépassant les 40 km/h, écrasant toute résistance par leur rapidité et leur coordination. Un véhicule roulant à 8 km/h n'avait absolument aucune place dans cette nouvelle forme de guerre éclair. C'était un anachronisme vivant, un dinosaure mécanique tentant de survivre dans un monde qu'il avait déjà condamné à l'extinction.
Alors à quoi servait réellement cette boule de métal? Les théoriciens militaires qui examinèrent le Kugelpanzer après-guerre proposèrent plusieurs hypothèses, chacune plus absurde que la précédente quand on considère les spécifications pathétiques de la machine. La plaque d'information au musée de Kubinka suggère qu'il s'agissait d'un véhicule de reconnaissance. Un véhicule de reconnaissance. Réfléchissez un instant à cette idée. Vous envoyez un homme enfermé dans une boule métallique roulant à la vitesse d'un piéton fatigué pour observer les positions ennemies. Sa fente de vision lui offre un champ visuel comparable à celui d'un homme regardant à travers un trou de serrure. Son blindage de 5 mm le protège à peine mieux qu'un pardessus épais. Et quand l'ennemi le repère, ce qui arriverait immédiatement vu sa forme distinctive impossible à manquer, le malheureux opérateur ne peut même pas fuir rapidement. Les véhicules de reconnaissance allemands efficaces, comme les voitures blindées SD-KFZ, dépassaient les 80 km/h sur route. Le Kugelpanzer mettrait littéralement des heures à parcourir la même distance. Une autre théorie suggère son utilisation comme poseur de câbles. Cette fonction au moins possède une certaine logique. L'engin roulerait lentement derrière les lignes, déroulant des câbles de communication tout en offrant une protection minimale au conducteur contre les tirs sporadiques. Mais pourquoi diable construire une sphère compliquée pour cette tâche? N'importe quel petit véhicule blindé conventionnel aurait rempli ce rôle 100 fois mieux. La conception sphérique n'apportait absolument aucun avantage pour poser des câbles, juste des complications mécaniques supplémentaires. Certains experts avancèrent l'idée d'un observateur d'artillerie. Le Kugelpanzer s'approcherait des positions ennemies, maintiendrait une silhouette basse grâce à sa forme compacte et transmettrait par radio les coordonnées de tir. Encore une fois, la théorie s'effondre face à la réalité. Avec sa visibilité quasi nulle et sa lenteur désespérante, ce véhicule serait repéré et détruit avant même d'atteindre une position utile. Les observateurs allemands utilisaient des points d'observation fixes bien camouflés ou des véhicules rapides capables de se replier rapidement après avoir transmis les informations. Mais l'hypothèse la plus fascinante concerne le lien avec le Japon. Durant la guerre, l'Allemagne et le Japon entretenaient une collaboration technologique malgré les milliers de kilomètres les séparant. Des sous-marins allemands traversaient les océans pour livrer plans, prototypes et échantillons technologiques à leurs alliés asiatiques. Les Japonais reçurent des chasseurs à réaction, des fusées, des périscopes avancés pour leurs sous-marins. Pourquoi pas un char sphérique expérimental? Selon certaines versions de l'histoire, le Kugelpanzer aurait été expédié en Mandchourie pour évaluation par les forces japonaises. Cette théorie expliquerait sa capture présumée dans cette région en 1945. Mais pourquoi les Japonais auraient-ils voulu cette chose? Leur situation militaire en 1945 était catastrophique. Ils perdaient du terrain partout, leurs ressources s'épuisaient, leurs villes brûlaient sous les bombardements incendiaires américains. Recevoir un prototype de char sphérique lent et sous-blindé aurait été comme recevoir un pistolet à eau pendant un incendie. Certains spéculèrent même sur une utilisation kamikaze. Le véhicule serait rempli d'explosifs et dirigé vers les positions ennemies, le conducteur se sacrifiant dans l'explosion finale. Cette idée semble plausible, connaissant les tactiques désespérées japonaises de fin de guerre, mais elle se heurte à un problème majeur de chronologie. Les attaques kamikazes aériennes ne commencèrent vraiment qu'en octobre 1944, quand la situation devint désespérée. Si l'Allemagne avait expédié le Kugelpanzer au Japon, cela aurait dû se produire bien avant cette date, quand les sous-marins allemands pouvaient encore naviguer relativement librement. À cette époque, personne n'envisageait encore sérieusement les attaques suicides terrestres systématiques. De plus, pourquoi construire un véhicule si compliqué juste pour transporter des explosifs? Une simple Jeep bourrée de dynamite aurait été infiniment plus efficace, rapide et facile à produire. La forme sphérique n'offrait aucun avantage pour une mission suicide. Au contraire, sa lenteur donnerait tout le temps nécessaire à l'ennemi pour l'abattre avant qu'elle n'atteigne sa cible. Toutes ces théories partagent un défaut commun. Elles tentent de trouver une justification rationnelle à un projet fondamentalement irrationnel. Le Kugelpanzer était peut-être simplement le fruit d'un ingénieur obstiné, convaincu de son génie, capable de persuader ses supérieurs de gaspiller des ressources précieuses sur son idée fixe. Ou peut-être s'agissait-il d'un projet datant d'avant-guerre, développé quand les concepts de guerre statique hantaient encore les états-majors, puis abandonné dans un hangar et redécouvert par hasard.
Une chose reste certaine, quelle que soit sa fonction prévue, le Kugelpanzer était spectaculairement inadapté aux réalités de la guerre moderne. Le mystère s'épaissit encore davantage quand on examine le comportement des soviétiques après la découverte du Kugelpanzer. Leur attitude soulève des questions qui n'ont toujours pas trouvé de réponse satisfaisante aujourd'hui. Dès l'arrivée du véhicule à Moscou, les autorités militaires soviétiques l'enfermèrent dans leurs installations les plus secrètes. Pendant des décennies, ils refusèrent catégoriquement toute demande de chercheurs occidentaux souhaitant examiner la machine de plus près. Pourquoi tant de secrets autour d'un prototype apparemment obsolète et inutile ? Si le Kugelpanzer n'était qu'une curiosité historique sans valeur militaire, pourquoi les soviétiques le gardaient-ils aussi jalousement ? Cette attitude alimenta immédiatement les spéculations les plus folles. Certains analystes occidentaux suggérèrent que Moscou cachait quelque chose d'important. Peut-être le véhicule contenait-il une technologie révolutionnaire que les soviétiques voulaient étudier et copier loin des regards indiscrets. Cette théorie s'effondre rapidement quand on considère les spécifications primitives de la machine. Un moteur monocylindre pathétique, des engrenages simples, un blindage ridicule, rien là-dedans ne justifiait le moindre secret technologique. Une hypothèse plus intrigante émergea progressivement dans les cercles du renseignement. Et si le Kugelpanzer était une fabrication soviétique, une création de propagande destinée à ridiculiser les Allemands en présentant leurs ingénieurs comme des fous incompétents concevant des armes absurdes? Cette théorie possède une certaine logique perverse. Les soviétiques excellaient dans la manipulation de l'information et la création de récits historiques conformes à leurs besoins politiques. Assembler quelques pièces mécaniques récupérées, construire une coque sphérique, ajouter quelques marquages allemands, puis présenter le tout comme une arme nazie capturée aurait été relativement simple. Cette supercherie aurait servi plusieurs objectifs. Premièrement, elle aurait diverti et rassuré la population soviétique en montrant que leurs ennemis gaspillaient des ressources sur des projets ridicules. Deuxièmement, elle aurait impressionné les visiteurs étrangers par l'étendue des captures de matériel allemand. Troisièmement, elle aurait justifié les budgets de recherche militaire en suggérant que l'Union soviétique devait étudier même les concepts les plus bizarres pour maintenir son avance technologique. Mais cette théorie du complot se heurte à un problème majeur. Si les soviétiques avaient fabriqué le Kugelpanzer de toutes pièces, ils auraient certainement inventé une histoire complète autour de lui. Ils auraient créé de faux documents allemands, des témoignages de captures dramatiques, peut-être même des plans de production fictifs. Au lieu de cela, ils restèrent mystérieusement silencieux sur ses origines, se contentant d'une plaque laconique au musée mentionnant vaguement son usage de reconnaissance. L'absence totale de documentation allemande pose effectivement un problème considérable. Les Allemands documentaient obsessionnellement chaque projet militaire. Les archives nazies capturées après la guerre contenaient des milliers de plans, rapports d'essais, photographies et correspondances concernant même les projets les plus secrets. Des armes comme le char super lourd Maus, les avions à réaction révolutionnaire, les fusées balistiques, tous laissèrent des traces papier exhaustives. Le Kugelpanzer? Absolument rien. Aucun numéro de projet, aucun rapport d'ingénierie, aucune mention dans les budgets militaires, aucune photographie d'époque, aucune correspondance. Ce silence documentaire est si complet qu'il semble presque intentionnel. Soit quelqu'un effaça méticuleusement toute trace de ce projet, soit il n'exista jamais officiellement dans les registres allemands. La première option semble improbable. Pourquoi détruire spécifiquement les documents d'un prototype mineur alors que des informations sur des armes bien plus sensibles survécurent? L'hypothèse alternative de la capture à Kummersdorf plutôt qu'en Mandchourie complique encore l'énigme. Kummersdorf servait de terrain d'essai principal pour l'armée allemande depuis des décennies. Les soviétiques capturèrent effectivement ce site en avril 1945 et y découvrirent des trésors technologiques, notamment le gigantesque char Maus pesant près de 200 tonnes. Si le Kugelpanzer fut trouvé là-bas, cela suggère qu'il était simplement un projet abandonné, probablement datant d'avant la guerre, oublié dans un hangar poussiéreux parmi d'autres expérimentations ratées. Cette version des faits semble plus plausible que l'histoire mandchourienne. Elle expliquerait pourquoi aucun document n'existe, le projet ayant été annulé et archivé avant même que la guerre commence. Elle expliquerait aussi pourquoi un seul exemplaire fut construit,
juste assez pour réaliser que l'idée ne fonctionnait pas. Pourtant, même cette explication laisse des zones d'ombre. Pourquoi les soviétiques mentiraient-ils sur le lieu de capture? Pourquoi inventer une connexion japonaise inexistante? Et surtout, pourquoi maintenir le secret pendant tant d'années sur un simple prototype abandonné? Le musée de Kubinka continua de refuser l'accès aux chercheurs étrangers jusqu'à des époques récentes. Même aujourd'hui, l'intérieur du véhicule reste inaccessible, le moteur et la transmission ayant été retirés il y a des décennies. Les soviétiques emportèrent ces secrets dans leur tombe, laissant seulement la coque vide comme témoin muet d'une histoire que personne ne peut plus raconter avec certitude. Aujourd'hui, plus de 80 ans après sa construction présumée, le Kugelpanzer repose toujours au musée de Kubinka, silencieux gardien de ses propres secrets. Les visiteurs défilent devant cette curiosité métallique, photographient sa forme bizarre, lisent la plaque minimaliste qui n'explique presque rien. La machine ne parle pas, elle ne peut pas révéler qui l'a conçue, pourquoi elle fut construite, ni même où elle fut réellement découverte. Cette sphère d'acier est devenue un symbole parfait de l'absurdité militaire qui caractérisa la Seconde Guerre mondiale. Une guerre qui poussa les nations à expérimenter des concepts de plus en plus désespérés, tandis que la situation se détériorait. Le Kugelpanzer n'était d'ailleurs pas seul dans cette catégorie d'armes inutiles et bizarres. L'Allemagne produisit une collection impressionnante de projets délirants pendant cette période. Des canons ferroviaires tellement massifs qu'ils nécessitaient des centaines d'hommes pour fonctionner et pouvaient être repérés et bombardés facilement. Des avions-fusées qui consommaient leur carburant en quelques minutes et transformaient leurs pilotes en torches humaines lors des atterrissages. Des sous-marins expérimentaux avec des formes si étranges qu'ils coulaient lors des premiers essais. Chaque nation impliquée dans le conflit développa ses propres monstruosités technologiques. Les Japonais construisirent des ballons incendiaires traversant le Pacifique pour larguer des bombes au hasard sur l'Amérique. Les Britanniques envisagèrent sérieusement de fabriquer des porte-avions en glace. Les Américains dépensèrent des fortunes sur des projets de chauves-souris incendiaires censés brûler les villes japonaises. La plupart de ces armes miracles ne changèrent absolument rien au cours de la guerre. Elles représentaient le désespoir transformé en métal et en circuit, l'espoir irrationnel qu'une invention géniale pourrait compenser les défaites sur le terrain. Le Kugelpanzer incarne cette mentalité à la perfection. Quelqu'un, quelque part, crut sincèrement que faire rouler un homme dans une boule métallique à 8 km/h constituerait un avantage tactique. Cette personne réussit à convaincre d'autres personnes de consacrer du temps, des matériaux et de l'argent à construire ce concept. Des ouvriers passèrent des heures à souder cette coque, à installer ce moteur pathétique, à assembler ces engrenages. Puis, quelqu'un grimpa probablement à l'intérieur pour des essais, découvrit rapidement l'inutilité totale du véhicule et le projet fut abandonné. Ou peut-être pas. Peut-être que personne n'osa avouer l'échec évident. Peut-être que le Kugelpanzer roula effectivement quelquefois sur un terrain d'essai, pendant que des officiers hochaient la tête en prétendant voir du potentiel. Peut-être qu'il fut expédié au Japon dans un geste politique vide, un cadeau technologique sans valeur, offert à un allié lointain. Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Les témoins sont morts, les documents ont disparu ou n'ont jamais existé. Les soviétiques emportèrent leurs connaissances dans leur effondrement. Le Kugelpanzer garde ses secrets aussi efficacement que son blindage de 5 mm protégeait son opérateur, c'est-à-dire pas du tout. Ce qui rend cette histoire si fascinante n'est pas seulement le mystère non résolu, c'est ce qu'elle révèle sur la nature humaine en temps de guerre. Face à la défaite imminente, face à des ennemis supérieurs en nombre et en ressources, les hommes se tournent vers des solutions magiques. Ils imaginent des armes révolutionnaires qui n'existent que dans leurs fantasmes. Ils refusent d'accepter que parfois, il n'y a pas de solution miracle, juste la réalité brutale de la supériorité militaire adverse. Le Kugelpanzer témoigne de cette folie collective. Il prouve qu'en période de crise extrême, même les ingénieurs les plus rationnels peuvent perdre contact avec le bon sens. Il démontre comment les bureaucraties militaires peuvent gaspiller des ressources précieuses sur des chimères métalliques pendant que leurs armées manquent de munitions, de carburant et de nourriture. Alors que signifie vraiment ce char sphérique? Est-ce une relique authentique d'un projet allemand avorté? Une fabrication soviétique destinée à la propagande? Un prototype d'avant-guerre oublié, puis redécouvert par hasard?
La vérité importe finalement moins que la leçon. Le Kugelpanzer nous rappelle que l'ingéniosité humaine, aussi impressionnante soit-elle, peut produire des absurdités monumentales quand elle est guidée par le désespoir plutôt que par la raison. Il nous montre que la technologie seule ne gagne pas les guerres, surtout quand cette technologie consiste en une boule de métal roulant plus lentement qu'un cheval au trot. Cette sphère d'acier continuera de fasciner les historiens et les curieux pendant encore des décennies. Elle posera toujours les mêmes questions sans réponse. Elle demeurera un mystère enveloppé dans une énigme, enfermé dans 5 mm d'acier inefficace. Et peut-être que c'est exactement ce que mérite cette machine. Un symbole éternel de l'absurdité, du gaspillage et de l'incompétence qui accompagnent souvent les grandes tragédies humaines. Si cette histoire du Kugelpanzer vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne. Partagez vos propres théories sur ce mystère dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les technologies bizarres et inutiles de la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans les recoins les plus étranges de l'histoire militaire.